ils ont mis Blanca. Oui. Voilà, et en fait c'est Luxor. Vous avez retenu donc Luxor. L'erreur est corrigée. Et bonjour, merci. Merci d'être là. Alors, ça c'est pour le sac il faut, mais on en parlera après. Mais surtout, tu es là parce qu'aujourd'hui on va parler de ceci. Alors, est-ce que peut-être dans le public, vous pouvez nous dire si certains d'entre vous ont lu Petit Pays? Oh, c'est formidable. Je suis sûre que là-dedans, il y a au moins la moitié qui ont envie de le résumer tout à l'heure. Ça y est, il n'y a plus personne, ils regardent leurs chaussures. Bon, alors, on va parler de Petit Pays, évidemment, qui a obtenu le concours des lycéens. Mais avant de parler de Petit Pays, il faudrait dire que ce roman, Gaël, n'est pas un roman autobiographique. Alors, il est d'inspiration biographique, mais il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que Gabriel n'est pas Gaël. Alors du coup, j'aimerais qu'on commence par un petit jeu pour essayer de cerner un petit peu ta personnalité. Je te donne des adjectifs, j'ai une liste d'adjectifs, et tu me dis si oui ou non ça te correspond, et puis surtout, si tu as envie de compléter, tu complètes. Si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Si vous avez envie de parler, vous parlez. Donc, Gaël Faye, est-ce que tu es idéaliste? Oui, complètement. Depuis longtemps, et je crois surtout que je suis idéaliste parce que je viens d'une famille d'idéalistes. J'ai un père voilà, idéaliste, et j'avais un grand-père et toute une famille. D'ailleurs, ils étaient communistes, donc ils étaient vraiment idéalistes. Je ne vais pas commenter. donc oui, je suis idéaliste, et je me souviens que là, pour moi, dans l'idéalisme, il y a aussi une part de rêve, et c'est peut-être ce qu'on mettait le plus sur mon bulletin quand j'étais à l'école. Voilà. Je disais que j'étais un rêveur. Que je regardais les oiseaux passer par la fenêtre, mais ce que je savais pas, c'est que à ce moment-là, c'était assez péjoratif dans le bulletin, mais moi, ça m'a aidé, par exemple, à écrire des chansons et des romans. Donc, il faut laisser les enfants regarder les oiseaux par la fenêtre. Alors, Gaël, es-tu impulsif? Je crois pas, non. Non, je crois pas vraiment. Ça dépend pourquoi. Dans certaines situations, oui, sur scène, c'est le moment où il faut être impulsif. Mais sinon, je crois que je suis assez réfléchi, mais ça c'est encore dû à l'éducation, et surtout à l'éducation rwandaise. On nous apprend... on dit souvent que les Rwandais sont les Japonais d'Afrique. Ouais. Donc on nous apprend à retenir les émotions, à être assez stoïque. D'ailleurs, les petits garçons, on leur répète une phrase qui est assez horrible quand j'y pense. On leur dit que les larmes des garçons et des hommes doivent couler à l'intérieur. Donc voilà, on apprend le maintien, etc. Oui, je crois que Es-tu militant? Pas assez, mais j'essaye en tout cas de faire des choses qui ont du sens, et de me dire que d'essayer d'avoir une vie utile. Alors ça peut être à travers les chansons, ça peut être à travers le roman. J'ai des oncles, des cousins qui sont battus, qui sont allés au front, qui avaient 18 ans, qui avaient 20 ans, et ils ont idéalisé un pays, ils ont rêvé d'un pays, le pays de leurs parents. Et pour croire en cet avenir, la plupart ont donné leur vie. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, ça continue de me marquer aussi dans ma vie aujourd'hui. Je me dis voilà, quand on voit le monde tel qu'il évolue, il y a beaucoup de raisons de se dire que les choses vont de pire en pire. Et en même temps, on n'a pas le choix, il faut y croire, il faut continuer
continuer de se battre, il faut continuer de faire des enfants, il faut continuer d'écrire des chansons, des poèmes, même quand on dit que en tout cas dans son exil, ce qui lui a permis de supporter son exil, voilà, c'était des chants, c'était des poèmes, c'était des traditions, et c'est à partir de ça, même quand tout nous disait qu'on n'y arriverait pas, on a maintenu le combat. Donc voilà, je suis dans ce mélange. Merci beaucoup. Allez, on va écourter. Allez, un dernier adjectif ou deux avant de passer à la question suivante. Est-ce que tu es rancunier? Pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon logiciel. L'idéologie, d'ailleurs, elle commence toujours par les mots. Et puis en même temps, il faut apprendre à pardonner quand on peut, en tout cas à accepter. Merci. Alors, aujourd'hui, tu vis au Rwanda avec ta femme, tes enfants, mais tu expliques que lorsque tu es arrivé en métropole suite aux événements qu'on connaît, tu as souvent fantasmé le Rwanda, tu le voyais comme une terre vers laquelle tu avais envie de retourner, ta terre de cœur. Ce que j'aime beaucoup au Rwanda, c'est alors mes plaisirs, c'est compliqué. Tes petites madeleines rwandaises, je sais pas, moi, des petites choses que tu aimes faire là-bas. Ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien le week-end, j'aime bien aller escalader les volcans. Ah oui, donc je vous dis, on n'est vraiment pas loin. Ça c'est vraiment mon plaisir. Alors on a des volcans aussi en activité au Rwanda. Puis sinon, il y a un très grand plaisir parce que j'ai deux petites filles, c'est de les voir évoluer.
trop de nuit. Est-ce que quelqu'un pourrait se lancer et nous le résumer rapidement pour que ceux qui ne l'ont pas lu sachent de quoi on parle et aient envie de le lire? Oh, vous êtes formidable. Devant cette forêt de mains levées qui s'agitent. Super, merci madame. Alors, c'est David qui me prend au piège. Hein. Alors, Petit Pays, ça fait longtemps que je l'ai vu en fait, depuis l'année dernière. Ça a été une révélation, votre écriture. Ces derniers jours. Et ce que je retiens, moi, c'est ce qu'il y a de joyeux au contraire. J'ai aimé cette enfance, parce que moi-même j'ai vécu en Afrique, et mes enfants aussi. Donc, pour moi, vous êtes un peu mon fils. Parce que, effectivement, mon fils aussi s'appelle Gaël. Et alors, toutes ces histoires, dur de cette histoire et je dirais que grâce à votre écriture on arrive à passer enfin à appréhender un peu mieux ce côté tragique de cette histoire. Votre façon d'écrire permet d'atténuer quelque part la douleur qu'on peut ressentir quand on lit ça. Petit à petit, il y a cette montée de la haine, et là, Gabriel ne comprend pas. Et dans la seconde partie du roman, il y a le génocide qui commence au Rwanda et qui se poursuit au Burundi. Et là, Gabriel voit les personnages autour de lui sombrer. D'abord, ses copains, des copains avec lesquels il buvait des canettes de bière qui deviennent des meurtriers.
il voit sa mère sombrer dans la folie lorsqu'elle revient de son voyage et qu'elle a vu toute sa famille se faire massacrer. Et là, Gaël, c'est l'un des seuls personnages qui ne sombre pas. Il y a ce passage. Gabriel, ouais, Qu'est-ce je que sais, j'ai c'est dit pas... Alors ça, c'est un c'est lapsus pas... oui. qu'il fallait faire, c'est fait. Ouais, il n'y a pas de problème. De voir les copains, de les écouter parler de la guerre, des villes mortes, des Hutus ou des Tutsis. Avec Madame Economopoulos, nous nous asseyions dans son jardin sous un jacaranda mimosa. Sur sa table en fer forgé, elle servait du thé et des biscuits chauds. Nous discutions pendant des heures des livres qu'elle mettait entre mes mains. Je découvrais que je pouvais parler d'une infinité de choses tapies au fond de moi et que j'ignorais. Dans ce havre de verdure, j'apprenais à identifier mes goûts, mes envies, ma manière de... grands intellectuels qui sont là pour dans un premier temps penser l'extermination, même si c'est pas eux qui physiquement après la font, mais donc et on le voit en tout temps d'autres histoires que la culture n'a jamais préservé de la barbarie, mais disons, je crois qu'en tout cas les livres ont un pouvoir et il y a une rencontre. J'écris que les livres peuvent être comme des génies endormis. Va finir par devenir un piège. Et parce qu'il ressent ce piège se refermer, il a besoin d'une porte de sortie, comme d'une possibilité de s'échapper de cet environnement-là, et il le trouve dans les livres. Donc c'est le prolongement de cette impasse, de ce cocon, de cet endroit où il se sent bien. Donc je crois que effectivement les livres ou l'art peuvent nous permettre de résister, de nous retrouver,
Il y a de cette idée-là dans sa rencontre avec les livres. Je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure sur l'idée d'être un pessimiste qui croit en l'avenir. Je crois que ça voilà. Et du coup, je me demandais, tu as rencontré beaucoup des gens au Rwanda qui avaient la force de caractère de continuer à penser comme ça? C'est admirable parce que j'ai l'impression de rencontrer que des gens comme ça, et encore plus chez les survivants, et encore plus chez les femmes. Il y a la mère dans le roman de Petit Pays qui est pour moi le personnage principal finalement. Elle représente toutes ces D'accord. Est-ce que... Oui. Le micro arrive. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un... Oui, j'avais levé le doigt. Vous aviez levé le doigt avant. Alors juste pour dire très vite que je suis doublement ravi, d'abord d'être devant vous et de vous entendre, d'abord comme lecteur individuel, et je voulais parler à l'instant, avant que vous en parliez, du personnage de la mère, et qui m'a fait penser à un autre roman qui a eu aussi le prix Goncourt des lycéens, le Sylvie Germain, Magnus, qui est aussi la recherche d'une mère. Et puis Comment vivent ceux qui ont vécu en tant que bourreaux et qui ont leur famille, qui ont eu ce rôle-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne sent plus la différence entre les différentes communautés? Voilà, je sais que la société se reconstruit, mais de l'extérieur, comme ça paraît... incroyable. Voilà. Oui, et comme vous êtes là-bas, j'aurais voulu savoir, après aussi peut-être comment ça a évolué entre...
de La Réunion? 2512. Ah oui, bah alors vous êtes vraiment un plus petit pays que mon petit pays. Ouais. Donc bon, ouais, alors on a un peu plus grand, donc ça fait, c'est pas aussi précis, mais ça fait à peu près 28 000 km². Donc pour vous, c'est un continent. Disons que je comprenais pas. En même temps, il y a 12 millions de personnes, donc ça fait une bonne densité. Comment les anciens bourreaux, les anciennes victimes arrivaient à cohabiter? Au Rwanda, donc hérité des Belges, comme elle existe en France, on ne pouvait pas faire passer des milliers, voire des millions de gens devant les tribunaux, donc il a fallu penser à une autre façon de faire la justice, et donc les autorités ont sorti cette idée de gacaca, qui sont les formes de justice traditionnelles. Donc avant la colonisation, lorsqu'il y avait des conflits dans les villages, on a amené donc c'est ce qui représente les 3 mois du génocide, les 100 jours. Pendant ces 3 mois, dans tout le pays, il y a des rassemblements dans des stades, dans des écoles, un peu partout, où les gens racontent soit ce qu'ils ont fait en tant que tueurs, soit ce qu'ils ont subi en tant que victimes. Et voilà, une libération de la parole qui a été très grande. Et en même temps, on n'enlèvera jamais le traumatisme. C'est-à-dire que autant les Rwandais aujourd'hui cohabitent, travaillent ensemble, se côtoient, mais dans des relations intimes. Donc,
qui a écrit toute une série de livres sur le Rwanda et sur une région en particulier qui s'appelle la région du Bugesera, autour d'une ville qui s'appelle Nyamata. Donc, son premier livre s'appelait Dans le nu de la vie, mais il y a aussi Une saison de machette, etc. Et donc lui, il a suivi les bourreaux et les victimes de cette région-là depuis 96 ou 97 jusqu'à aujourd'hui. Donc il fait parler les parents, les enfants. Et dans Papa de sang, il parle donc de cette nouvelle génération, comment elle se construit avec ses identités, comme dirait Malouf, des identités meurtrières, donc, pas évidentes. Enfin, il y a quelque chose de tellement profond qui touche à... Là, ça a touché quelque chose qui est de l'ordre de la culture d'un peuple. Les Rwandais ont trahi, parce que vu de loin, on se dit, mais tiens, c'est des pays africains, là-bas les gens ont l'habitude de tout régler à la machette, mais pas du tout. Ça c'est une vision qu'il y a eu dans les médias d'ailleurs en 94, hein, même les médias des Et je crois que c'est ce qui est difficile aujourd'hui en tant que Rwandais, c'est se dire, mais on avait des valeurs de famille, les valeurs d'entraide, enfin, il y a tout un tas de choses qui avec le processus génocidaire, ont été oubliées. Et il faut aussi se retrouver avec soi. Et le génocide, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un processus, c'est vraiment une idéologie. Et elle a mis 100 ans au Rwanda. Elle est arrivée avec les premiers colons allemands qui ont commencé à... Identité mouvante. Alors que les colons, quand ils sont arrivés, il y avait des théories issues de la Bible, et également les théories issues du racialisme européen du 19e siècle, Gobineau par exemple, sur l'inégalité des races. Et donc,
ils ont racialisé la société rwandaise en disant sont des Tutsis ceux qui sont grands, maigres, hein, voilà, hein, et sont tous ceux qui sont petits avec le nez épaté, etc. Donc d'ailleurs j'ai voulu commencer le roman là-dessus parce qu'on a l'impression que c'est un peu le voyage de Gulliver. Pendant des décennies et des décennies. Voilà, donc c'est de tout ça qu'il faut aujourd'hui se défaire et il faut retrouver sa propre voix. Je crois que la littérature, il n'y a pas de tradition de roman, il n'y a pas de tradition, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, mais auréolé du succès de ce roman, je vais dans les écoles, je rencontre des jeunes.